Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer une véritable merveille d'ingénierie, une usine de purification microscopique qui travaille sans arrêt au cœur de notre corps. Vous l'avez deviné, on plonge dans les secrets du système urinaire humain. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par une vue d'ensemble avant de zoomer à l'intérieur du rein. Ensuite, on découvrira son unité de base, le néphron. On analysera le moteur de filtration. On suivra le parcours du liquide filtré et on terminera par les voies de sortie. C'est parti! Bon, pour commencer, qui sont les acteurs principaux de cette station d'épuration interne? Faisons connaissance avec l'équipe et leur mission. Et voilà l'équipe au complet. On a les deux reins qui font le gros du travail de filtration, les urétères qui sont les canaux de transport, la vessie qui sert de réservoir et enfin l'urètre pour l'évacuation. Un catio parfaitement coordonné pour garder notre organisme propre. Mais attention, ce serait une erreur de voir les reins comme de simples filtres. En réalité, ce sont aussi de véritables usines hormonales. Ils produisent, par exemple, l'érythropoïétine, essentielle à la fabrication des globules rouges, ou encore la rénine, qui joue un rôle de chef d'orchestre pour notre pression artérielle. Une double casquette vraiment fascinante. Ok, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va s'intéresser de plus près à l'un de ces organes. Si on pouvait faire une coupe dans un rein, voilà ce qu'on y trouverait. Le tissu actif du rein, ce qu'on appelle le parenchyme, il s'organise en deux grandes zones. D'abord, il y a le cortex, c'est la couche extérieure, et c'est là que la filtration initiale a lieu. Et puis, plus à l'intérieur, on a la médullaire, qui, elle, va surtout s'occuper de la concentration. L'organisation est d'une logique implacable. Tout à l'extérieur, on a une capsule, comme une armure, pour protéger l'organe. Juste en dessous, le cortex, là où se trouvent les unités de filtration. Et au cœur, la médullaire, avec ses structures bien particulières en forme de pyramide qui servent de centre de tri. Allez, il est temps de changer d'échelle et de sortir le microscope. On va oublier un instant les organes pour aller à la rencontre des millions de travailleurs de l'ombre qui font tout le boulot, les néphrons. Ce chiffre est assez fou. Chaque rein abrite environ 1 million de ces petites unités fonctionnelles. Chacune, c'est un tube microscopique, ultra spécialisé, une mini-usine à elle toute seule, dont la mission est simple, fabriquer l'urine. Et le parcours dans ce tube est tout sauf simple. C'est un processus ultra précis en plusieurs étapes. Ça commence par la filtration dans le corpuscule rénal et ça se poursuit par un remodelage intense du liquide dans les différents segments du tubule. Mais alors, comment ça démarre concrètement? Au cœur de tout ce processus, il y a une structure au nom un peu bizarre, mais qui est absolument essentielle, le glomérule. Le glomérule, pour faire simple, c'est une sorte de passoire high-tech. Le sang arrive dedans sous haute pression, ce qui force le plasma à passer à travers les mailles des capillaires. Ce liquide qui en sort, c'est le filtrat, la matière première de notre future urine. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle passoire. La filtration est d'une sélectivité redoutable. On a une barrière avec 3 niveaux de sécurité, qui laisse passer l'eau et les petites molécules, mais qui bloque formellement le passage aux cellules sanguines et aux grosses protéines. Rien ne passe sans autorisation. Juste à côté de ce filtre, on trouve un véritable centre de contrôle, l'appareil juxtaglomérulaire. C'est un capteur ultra sensible qui surveille en permanence la pression du sang qui arrive et il est prêt à tirer la sonnette d'alarme à la moindre baisse. Et quand l'alarme sonne, le rein ne se contente pas de prévenir. Il agit. Il déclenche une fascinante réaction en chaîne, le fameux système rénine-angiotensine. Il libère la rénine, qui active toute une cascade d'hormones, avec un but final, faire remonter la pression sanguine dans tout le corps. Le rein n'attend pas les ordres, il les donne. Une fois qu'on a ce filtrat, le travail est loin d'être fini. Ce n'est qu'un brouillon. Il va maintenant entamer un long voyage dans les tubules, où il va être complètement transformé, un peu comme un sculpteur qui part d'un bloc de marbre brut. Et le premier chiffre est tout simplement stupéfiant. Dans la toute première partie du tube, le tubule proximal, le corps va immédiatement récupérer près de 70% de l'eau, mais aussi des nutriments essentiels comme le glucose ou les acides aminés. Un recyclage d'une efficacité redoutable. Après ça, on arrive à une autre merveille de la physiologie, l'anse de Henle. C'est un mécanisme de génie. Sa première partie, la branche descendante, laisse sortir l'eau, ce qui concentre le liquide. Et juste après, la branche ascendante, qui est imperméable à l'eau, se met à pomper activement du sel vers l'extérieur. C'est ce système qui crée le gradient de concentration essentiel pour la suite. On voit donc bien la spécialisation de chaque partie. Le tube proximal, c'est la réabsorption en masse en mode automatique. Le tube distal, lui, s'occupe des réglages de précision sous l'influence d'hormones. Et pour finir, le tube collecteur, c'est lui qui ajuste la concentration finale en eau, un peu comme un dernier coup de polish.
Ça y est, après tout ce travail, le produit final, l'urine, est prêt. Il ne reste plus qu'à l'acheminer vers la sortie. Jetons un œil à la plomberie du système. Les tuyaux de sortie, c'est-à-dire les uretères et la vessie, partagent la même conception en 3 couches. On a une muqueuse à l'intérieur, une couche de muscles pour faire avancer le liquide et une enveloppe externe. Une structure qui est pensée à la fois pour le transport et pour l'élasticité. Mais la véritable star de cette paroi, c'est l'urothélium. C'est un tissu absolument unique, une sorte de bouclier qui est capable de s'étirer de façon impressionnante, tout en restant parfaitement imperméable. C'est lui qui empêche l'urine, qui est un déchet toxique, de retourner dans notre corps. Quant au muscle de la vessie, qu'on appelle le détruseur, c'est une merveille de complexité. Il faut imaginer des fibres musculaires qui sont entrelacées dans toutes les directions, un peu comme un panier tressé. C'est cette structure qui lui donne la force de se contracter de manière puissante et uniforme pour se vider complètement. Et enfin, écoutez ce résumé. Bon courage, petit docteur. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un système d'une complexité vraiment folle, l'appareil urinaire. On a devant nous une présentation médicale hyper complète avec des schémas, des coupes histologiques, des images magnifiques. Notre mission, c'est de décortiquer tout ça pour rendre ce voyage à l'intérieur du corps le plus clair possible. C'est exactement ça, un voyage. Et d'entrée de jeu, il faut vraiment oublier l'idée que le rein ne fait que nettoyer le sang. C'est tellement plus que ça. Les reins sont les gardiens de notre équilibre intérieur, ce qu'on appelle l'homéostasie. Ils ajustent tout, en permanence. Et en plus, ce sont des vraies petites usines à hormones. Oui, la présentation insiste beaucoup là-dessus dès le début. Il y a 2 exemples qui m'ont frappé. D'abord, l'érythropoïétine. L'épo, oui. C'est ça, une hormone qui va dire à la moelle osseuse « Allez, au travail, on fabrique plus de globules rouges ». En gros, nos reins s'occupent de la qualité de notre oxygénation. Et la deuxième, qui est cruciale, c'est la rénine. Alors là, attention, ce n'est pas une hormone, c'est une enzyme, mais elle est au cœur d'un système qui régule notre pression artérielle. C'est un mécanisme d'une efficacité redoutable. Et on y reviendra, parce que c'est fondamental. D'accord. Alors, pour nous guider, suivons le chemin logique. On part des 2 usines, les reins, puis les conduits, les urétères, le réservoir, la vessie, et la sortie, l'urètre. C'est notre feuille de route. Parfait. Commençons par le cœur du réacteur, alors. Le rein. Quand on regarde la coupe du rein, sur le tout premier schéma, on voit qu'il est protégé par une coque, la capsule. Et dedans, c'est très net, il y a 2 zones. Une externe, plus claire, la corticale, Le cortex, oui. et une région centrale, plus foncée, qui a l'air un peu striée, la médullaire. Voilà. Ça, c'est la géographie de base. Mais ce qui est vraiment ingénieux, c'est que ce ne sont pas juste 2 couches posées l'une sur l'autre. La corticale envoie des prolongements en profondeur. Ce sont les colonnes de Bertin. Et inversement, la médullaire, qui est organisée en sorte de cône, les pyramides de Malpighi, elle envoie des rayons qui remontent dans la corticale. Tout est complètement imbriqué. Ah oui, ce n'est pas une simple superposition, c'est une vraie interpénétration. Et pour s'y retrouver, la source nous parle d'unité fonctionnelle. Elle parle de lobe et de lobule. C'est un peu comme des arrondissements dans une ville. C'est une excellente analogie. Le lobe, c'est la grande unité rénale, une pyramide de la médullaire avec son chapeau de corticale. C'est comme une mini-usine. Le rein humain en a une dizaine. Et le lobule, c'est encore plus petit. C'est la chaîne de montage à l'intérieur de l'usine. Et la coupe au microscope qu'on a juste après, elle illustre ça parfaitement. On voit bien la capsule et la corticale qui est remplie de petites masses sphériques. J'imagine que ce sont les néphrons. Les corpuscules de Malpighi. Exactement. C'est là que tout commence. C'est le point d'entrée. Et on voit très bien cette architecture en rayons, très organisée. Presque industrielle. Alors, allons voir cette chaîne de montage. Le document dit que tout est fait de tubes urinaires, c'est-à-dire le néphron, l'ouvrier principal, et le tube collecteur qui récupère le produit fini. Concentrons-nous sur le néphron. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle reine. Chaque rein en possède environ 1 million. C'est énorme. Et le schéma qu'il décompose est très clair. Ça commence par ce fameux filtre, le corpuscule de Malpighi. Puis un long tube très sinueux, le tube contourné proximal. D'accord. Ensuite, une grande boucle qui plonge, l'anse de Henle. Et enfin, un dernier segment tortueux, le tube contourné distal.
Ce qui est fascinant, c'est que la position de chaque pièce n'est pas un hasard. Le filtre et le premier tube, là où se fait le gros du tri, ils sont dans la corticale. Oui, Mais la grande boucle, l'anse de Henle, elle fait un plongeon spectaculaire dans la zone profonde, dans la médulaire. et c'est ça la clé de tout. Ce plongeon. La différence d'environnement entre les deux zones est absolument essentielle. On verra aussi que le dernier tube, le distal, fait un virage pour revenir toucher son point de départ. C'est vrai. Oui, il revient toucher son propre filtre. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Incroyable. Mais avant ça, zoom sur le filtre, le corpuscule de Malpighi. La source le décrit avec deux pôles. Un pôle vasculaire, là où le sang entre et sort, et un pôle urinaire, la sortie du premier jus. C'est ça. À l'intérieur, il y a deux choses. D'abord, une pelote de capillaires sanguins, le glomérule. C'est là que le sang arrive sous pression. Et tout autour, il y a la capsule de Bowman, une sorte de sac à double paroi qui collecte tout ce qui sort des capillaires. L'espace entre les deux, c'est la chambre urinaire. Les images en microscopie électronique sont à couper le souffle. On y voit les cellules de la paroi interne de la capsule, celles qui sont collées aux capillaires. Elles ont une forme de pieuvre. On les appelle les podocytes. Podo en grec, c'est le pied, les cellules à pied. Et on voit bien pourquoi sur les images, elles entourent les capillaires avec plein de petits prolongements, les pédicelles. Et ces pédicelles s'entrecroisent, un peu comme les doigts de deux mains. Ça laisse des espaces minuscules entre eux. Les fentes de filtration. Les fentes de filtration, c'est l'ultime barrière du filtre. Alors attendez, parce que là ça devient encore plus fou. Juste à côté de ce filtre, il y a un centre de contrôle. Le document parle de l'appareil juxtaglomérulaire. C'est comme si chaque filtre avait son propre tableau de bord. C'est exactement ça. C'est le cerveau du néphron. Il est formé de 3 éléments. D'abord, des cellules spéciales dans la paroi de l'artère qui amène le sang. Ensuite, on retrouve notre tube distal, celui qui fait demi-tour. À l'endroit précis où il touche l'artère, ces cellules se transforment en capteurs. C'est la macula densa. Et enfin, des cellules qui font le lien entre les deux. Des capteurs? Mais des capteurs de quoi? Et qu'est-ce qu'ils déclenchent? La macula densa, elle analyse en permanence la composition du liquide qui va bientôt sortir du néphron. Si elle détecte que le débit est trop faible ou que la concentration en sel n'est pas bonne, Elle envoie un signal. voilà, elle envoie un signal et en réponse, les cellules de l'artère libèrent cette fameuse enzyme, la rénine. Et là, c'est l'alerte générale. C'est ça. La rénine démarre une réaction en chaîne qui va jusqu'au foie, aux poumons. Le produit final, c'est une hormone surpuissante, l'angiotensine 2. Et elle fait deux choses. Elle contracte les vaisseaux sanguins dans tout le corps pour remonter la pression et elle ordonne aux reins de retenir le sel et l'eau. C'est le système d'urgence pour maintenir la pression. C'est un niveau de régulation incroyable. Revenons au filtre lui-même. Ce tamis a 3 couches. Comment ça marche concrètement? C'est un processus physique, passif. La première couche, la paroi du capillaire, elle est pleine de trous. Elle retient juste les globules. La deuxième, la membrane basale, c'est un maillage très fin qui fait le premier vrai tri. Et la troisième, ce sont les fentes entre les pieds des podocytes. Et la règle pour passer, c'est quoi? C'est la taille? Et la taille, oui, la limite a été calibrée pour être juste en dessous de celle de l'albumine, la protéine la plus abondante du sang. En gros, l'albumine, c'est le videur. Si on est plus petit, on passe. Sinon, on reste dans le sang. C'est pour ça que trouver des protéines dans l'urine, c'est toujours un mauvais signe. Ça veut dire que le filtre est abîmé. D'accord. Donc, notre ultrafiltrat, ce plasma sans les grosses protéines, a passé la porte. Il s'engage maintenant dans le long tube contourné proximal. C'est la première étape du recyclage. Et quelle étape? C'est le travailleur de force du néphron. Il réabsorbe tout de suite près de 70% de l'eau et surtout 100% des molécules précieuses. Le glucose, les acides aminés. On ne peut pas se permettre de jeter ça. Ah non, impossible, c'est du recyclage intensif. Après ce gros travail, le liquide plonge dans l'anse de Henle. Vous disiez que cette boucle en U, c'est la clé pour concentrer l'urine. Comment ça marche? C'est un mécanisme magnifique qu'on appelle multiplication à contre-courant. La branche qui descend, elle est très perméable à l'eau. Et comme elle plonge dans la médulaire, qui est très salée, l'eau sort toute seule, par osmose. Du coup, le liquide à l'intérieur devient de plus en plus concentré. Logique. Et sur le chemin du retour. Dans la branche qui remonte, Et là, c'est le coup de génie. La paroi de la branche ascendante devient imperméable à l'eau. Par contre, elle se met à pomper activement le sel vers l'extérieur. Ah.
C'est cette pompe qui rend la médullaire si salée. En fait, l'anse de Henley crée elle-même l'environnement dont elle a besoin pour fonctionner. Le liquide qui en sort est paradoxalement devenu très dilué. Il a perdu son sel, mais il a gardé son eau. Et la suite, ce sont les réglages de précision dans le tube distal. Exactement, c'est là que les hormones agissent. L'aldostérone, dont on parlait, va lui dire réabsorbe un peu de sel et en échange, tu largues du potassium. C'est aussi là qu'on ajuste l'acidité du sang. C'est de la finition. Et l'étape ultime, c'est le tube collecteur. Le tube collecteur, il reçoit le liquide de plusieurs néphrons et il refait un dernier voyage à travers cette médullaire super salée. Et là, sous l'influence d'une autre hormone, l'ADH, l'hormone antidiurétique, sa paroi peut devenir perméable à l'eau. Si le corps a soif, il libère l'ADH, les vannes s'ouvrent, l'eau sort massivement et on fait une urine très concentrée. Si on a trop bu, pas d'ADH, les vannes restent fermées et on fait une urine très diluée. Le produit final est donc prêt, il faut l'évacuer. On passe aux voies urinaires. Urétère, vessie. La source décrit une structure de paroi qui est un peu la même partout. Oui, on retrouve un modèle à 3 couches, une muqueuse à l'intérieur, avec un épithélium très très particulier, une couche de muscles lisses au milieu, la musculeuse, et une enveloppe externe, l'adventice. Et la star de cette paroi, c'est cet épithélium spécial, l'urothélium. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il est conçu pour 2 choses, être totalement imperméable et être incroyablement extensible. Son secret, ce sont les cellules de la surface. Leur membrane est renforcée par des plaques de protéines rigides, les uroplaquines. C'est une véritable armure moléculaire qui empêche l'urine qui est toxique de repasser dans le corps. C'est une sorte de Gore-Tex biologique? C'est une très bonne image. Et ce revêtement peut s'étirer de façon spectaculaire. Quand la vessie est vide, les cellules sont hautes, la muqueuse est toute plissée. Quand elle se remplit, les cellules s'aplatissent, les plis se déploient et la surface augmente énormément sans la moindre fuite. Et la couche musculaire, elle s'adapte aussi, j'imagine. Énormément. La musculeuse de la vessie est particulièrement épaisse. Et ces fibres ne sont pas en couches bien nettes, elles sont entrelacées dans toutes les directions. Cette structure plexiforme, comme on dit, permet une contraction incroyablement puissante et homogène pour vider la vessie complètement. C'est vraiment un chef-d'œuvre de bioingénierie. En résumé, on est parti d'une vue d'ensemble du rein pour arriver jusqu'à des plaques de protéines dans une membrane. On a suivi un simple filtrat de sang qui se transforme au fil d'un parcours hyper complexe pour devenir le garant de l'équilibre de tout notre corps. Ce que cette exploration montre magnifiquement, c'est ce lien absolu, constant entre la structure et la fonction. La forme en U de l'anse de Henley, ce n'est pas un hasard. Elle crée le gradient. La forme de pieuvre des podocytes, ça maximise la surface de filtration. L'organisation des muscles de la vessie, tout a une raison d'être. Chaque détail anatomique a une raison fonctionnelle précise. Et ça m'amène à une dernière réflexion pour aller plus loin. On vient de décrire une mécanique de précision, mais qui semble aussi incroyablement délicate. On peut se poser la question. Quel est l'impact à long terme de nos modes de vie sur ces structures? Une hydratation qui n'est pas toujours suffisante, un régime trop salé, une pression artérielle un peu trop haute. Quel est le coût pour nos millions de podocytes, pour les petites pompes à sel de nos anses de Henley? On entrevoit la fragilité qui se cache derrière cette perfection et l'importance finalement de prendre soin de cet équilibre si précieux.